Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, merci, chers collègues et chers partenaires, et bonjour à tous et à tous. Alors, je suis Ndeye Fatissar. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, je vous entends très bien. Excellent, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, donc, on va pouvoir commencer. Donc, c'est vraiment un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette conférence qui est organisée par le groupe d'action et de réflexion pour des politiques sociales transformatrices en Afrique, le GAR PSTA. Donc, j'en suis la directrice exécutive. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à cette thématique essentielle à la croisée des enjeux de santé publique, de justice sociale et de politique publique. Alors, le thème, vous le connaissez, il porte aujourd'hui sur vivre avec le VIH/SIDA en Afrique, vulnérabilité sociale, genre et droit à la protection sociale. Alors, vous savez, malgré les avancées enregistrées en matière de prévention et de prise en charge, le VIH/SIDA demeure un enjeu majeur de santé publique en Afrique. Mais surtout, au-delà de sa dimension biomédicale, il constitue un révélateur puissant des inégalités sociales. Ceci met en lumière des vulnérabilités socio-économiques qui demeurent persistantes, des rapports de genre profondément structurants et des formes de stigmatisation qui influencent durablement les trajectoires de vie des personnes qui sont concernées. Dans ce contexte, l'analyse socio-anthropologique est essentielle pour comprendre les interactions entre maladies, normes sociales et dispositifs institutionnels. Alors, cette réflexion, pourquoi avoir choisi ce thème et pourquoi avoir choisi, tout à l'heure, on va le savoir, notre collègue, pour justement nous entretenir de cet enjeu et de cette problématique-là, c'est parce qu'il s'inscrit pleinement dans les travaux que nous menons au sein du GAR PSTA. En effet, le VIH-Sida pose directement la question de l'effectivité des droits sociaux, de l'accès équitable aux soins et de la capacité des systèmes de protection sociale à répondre aux vulnérabilités spécifiques, notamment celles liées au genre. Il s'agit donc là d'un enjeu à la fois sanitaire, social et profondément politique. Alors, nous accueillons, je m'en vais à la présentation donc de notre conférencier, Monsieur Bouchaïd Majdoul, enseignant-chercheur à la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines d'Aït Meloul de l'Université d'Ibn Zor d'Agadir. Il est membre du laboratoire interdisciplinaire des langues et dynamiques artistiques et sociales, l'ILDAS, où il développe ses recherches dans le domaine de la socio-anthropologie, de la santé et de la maladie. Alors, il est auteur de plusieurs ouvrages, dont La maladie et l'idéologie, Les jeunes et les parcours de vie avec le VIH-Sida, paru en 2018, et Une sociologie du sida au Maroc, Construction idéologique, enjeux méthodologiques et éthiques, paru en 2021. Vivre l'inattendu, expériences et enjeux de la grossesse non désirée, qui, lui, est paru en 2026, c'est-à-dire cette année. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole pour cette intervention qui, j'en suis certaine, nourrira les échanges riches et stimulants. Monsieur Majdoul, vous avez une trentaine de minutes pour nous entretenir de cette thématique-là. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation qui est, et surtout cette intervention-là qui va se relever extrêmement riche et éclairante. Vous avez maintenant la parole, Monsieur Majdoul. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez très bien. On vous entend très bien. Très bien. Donc, je retire mes remerciements à vous, en la personne de cher collègue Fatih, qui représente le Gard. Je vous remercie d'abord pour choisir cette thématique qui va me rappeler un petit peu un de mes champs de recherche les plus préférés, hein. Ça fait des années que je suis sur le champ de la recherche sur le sida et essentiellement au Maroc. Ce qui va m'amener à être un peu en nuance par rapport au titre, le sida en Afrique. On sait très bien que l'Afrique, c'est pas une zone ni géographique, ni politique, ni économique unifiée, homogène. L'Afrique, il y a des Afriques en fonction du contexte politique, contexte économique, culturel, religieux qui fait de tout à la fois des spécificités un peu régionales par rapport à cette question de vécu avec le sida. Mais ça n'empêche que on peut parler
euh, de quelque chose de commun dans l'Afrique, du moment que l'Afrique, et malheureusement de le dire, représente un berceau réel d'épidémies, des maladies. On parle du paludisme, Ebola, tuberculose et la liste est longue. Concernant le sida, malheureusement, l'Afrique représente 70% des cas des personnes vivant avec l'IVIH dans le monde, ce qui nous amène à rappeler, est-ce que vraiment c'est une réalité uniquement biomédicale? Est-ce qu'il y a des enjeux et des facteurs autres que le médical, économique? Et je dirais d'emblée que le sida ne se constitue pas comme une entité, comme vous avez bien dit auparavant. Ce n'est pas uniquement une entité biomédicale, mais vraiment une réalité à la fois économique, politique, sociale et culturelle, et qui encadre ce vécu avec la maladie, et surtout qui oriente un peu les vies, le comportement, les attitudes et les représentations des gens avec cette maladie. Donc d'abord, le sida, c'est une affaire hautement politique parce que le sida, le VIH-sida, il est façonné à la fois par les rapports de pouvoir et par les choix institutionnels. Bon, je peux revenir sur les travaux de Didier Fassin qui montrent bien que le sida n'est pas seulement une maladie biologique, mais c'est une expérience sociale et politique inscrite dans les corps. Les corps, les corps se souviennent, d'ailleurs c'est le titre du livre, quand les corps se souviennent parce qu'ils portent les traces de l'histoire de la colonisation, de l'apartheid, des inégalités, du racisme. Donc le sida, le VIH-sida, c'est vraiment un produit politique et historique et pas uniquement lié à des entités biomédicales. Le VIH-Sida, elle est profondément politique parce que c'est une maladie, je peux dire, qui est clivante sur le plan politique et idéologique, parce qu'il suscite un débat qui dépasse le simple fait de la maladie pour aller vers des constructions idéologiques et politiques, parce que tout simplement, il est lié à la sexualité, et non pas dans la représentation de n'importe quelle sexualité, c'est la sexualité déviante qui clive les gens. Et on sait très bien qu'on dans des pays comme le Maroc, la sexualité, elle est hautement manipulée par la sphère politique et la sphère religieuse. Il y a un aspect politique aussi qui renvoie à l'explication de la causalité, la cause de la maladie. Est-ce qu'il est la question des rumeurs, la question du complot, la question de pourquoi l'Afrique, pourquoi pas les autres zones, est-ce qu'il y a des mains derrière? Tout un débat d'ordre politique et idéologique qui est motivé par la présence du VIH-Sida. Il y a aussi la question des conflits internationaux autour du traitement, hein. Qui a droit au traitement, la gratuité, qui a le droit de produire le traitement. Ça dépasse uniquement la sphère médicale pour se retrouver dans les sphères de débat politique et économique à l'échelle internationale. Cette question de débat entre science, État et société aussi, ça relève de la sphère politique et du débat politique. Donc le VIH, comme vous pouvez le constater, et comme vous le savez très bien, ça dépasse aussi cette sphère politique pour raisonner très bien dans la sphère politique. Le VIH-Sida, c'est aussi une réalité économique. Et on peut considérer que le VIH comme vraiment un révélateur, comme vous l'avez dit, ou un miroir des inégalités sociales et économiques. Donc, ça nous renvoie de poser la question, pourquoi, j'ai dit tout à l'heure, pourquoi l'Afrique? Pourquoi les populations pauvres? Pourquoi la population noire? Ils sont plus vulnérables. Est-ce qu'ils sont vulnérables par essence et par naissance? Est-ce qu'ils sont vulnérabilisés par un processus guidé par des logiques économiques? Euh, Ça nous renvoie aussi sur cet aspect économique de se poser la question sur cet accès aux soins qui est inégal. Pourquoi certains pays sont privilégiés en termes de gratuité? Pourquoi les autres non? Donc, ces questions qui relèvent un peu des inégalités sociales et qui façonnent d'une grande manière comment peut-on vivre le sida et comment peut-on gérer le sida à travers les institutions
sociale, économique et politique. Donc, pour résumer cet aspect économique, je peux dire que même la maladie révèle, on dirait, une sorte de violence structurelle, pas uniquement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Maintenant, il y a le débat sur la suspension des fonds avec l'administration Trump, et on attend ce que ça va donner par la suite sur la souveraineté des soins, la souveraineté même intellectuelle en termes de production de savoir sur la santé, sur la maladie. Parce que vous le savez que le sida et d'autres maladies sont en grande partie sont liées aux subventions internationales, le Fonds mondial, qui est la caisse là où on rassemble un peu les dons à l'échelle internationale. Et ça pose une grande question. Quel est le devenir de la gestion de cette question sur le plan économique avec la suspension des fonds? Donc sur le plan social aussi et culturel, le VIH-Sida dépasse un peu cette construction purement scientifique et médicale pour se retrouver comme se constitue comme un objet de construction socio-culturelle. Les médias jouent un rôle très important dans ce processus de construction d'une réalité autour du sida, à travers les médias écrits, vus, écoutés. Et je peux vous renvoyer au travail excellent de notre collègue Erzine sur le sida en espace public. Moi-même, j'ai travaillé sur la question de la construction journalistique de la maladie sida quand j'ai travaillé sur un quotidien au Maroc. Le cinéma aussi joue un rôle important dans la manière avec laquelle on façonne l'image de vivre et de voir et de percevoir cette réalité sida. Il y a aussi les hommes de la religion, surtout le discours religieux, comment ils parlent de la maladie, comment il construit une réalité qui va impacter par la suite et les connaissances et les attitudes et les comportements des personnes vivant avec le VIH. Il ne faut pas oublier que il y a un rôle important, je dirais un rôle même positif de cette implication dans la sphère religieuse. Euh, si je parle de la promotion de la solidarité, la compassion, l'aide aux malades et le rôle joué avec les leaders religieux dans la sensibilisation, le soutien communautaire connu dans des pays d'Afrique. Mais il y a aussi des choses qu'on peut les qualifier de négatives par rapport à cette implication des hommes de la religion, leaders de la religion, vous connaissez le tabou autour de la sexualité. La sexualité, comme j'ai dit, est une sphère qui est toujours monopolisée, guidée par le politique et les religieux. Vous savez que les rapports sexuels, par exemple, dans la religion musulmane, comme d'autres, bien entendu, la sexualité en dehors du mariage, elle est interdite et toutes les conséquences qui vont avec vont rester dans la même continuité de l'interdiction. Ça veut dire que la maladie va prendre un peu l'étiquette de cette interdiction, ce qui explique en grande partie pourquoi la maladie sida elle est perçue qu'une maladie de déviance, une maladie maudite, qui peut rappeler un peu le châtiment divin et ainsi de suite. Et il y a aussi sur le plan culturel cette question de refus et non-acceptation des moyens de prévention. On savait que les études, par exemple au Maroc, ont montré cette résistance affreuse, importante au usage du préservatif. Le préservatif qui est le seul moyen à côté d'autres, bien entendu, mais le moyen le plus efficace pour se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, le sida. Il y a aussi ce discours culpabilisant qui renvoie les personnes vivant avec le VIH à des personnes qui ont des écarts de conduite, qui ont des personnes qui ont des comportements déviants et ainsi de suite. Donc déjà, on peut voir un peu le contexte dans lequel se trouvent les personnes vivant avec le VIH et ce qu'ils devront gérer en plus de cette dimension médicale et aussi par rapport à la prise de médicaments. Il y a aussi une association qui est maintenant plus ou moins normalisée, qui fait que la maladie ne concerne que les groupes
qui sont ou qui ont des comportements à risque. Les professionnels de sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les usagers de drogue et l'autre catégorie. Donc, du moment qu'on dit le sida, c'est comme s'il y a une relation automatique entre la maladie et toute personne déviante. Et on sait très bien que déjà, cette catégorie, il est précaire, vulnérable, stigmatisé, étiqueté, et s'ajoute une infection qui va amplifier sa position sociale et culturelle dans les sociétés où il n'y a pas tolérance zéro avec la sexualité soi-disant déviante. Donc cela entraîne en quelque sorte une moralisation de la maladie, ce qui complique davantage le vécu avec la maladie. Donc les personnes ne sont pas à gérer l'aspect médical, mais aussi à gérer la stigmatisation, comment ils gèrent cette stigmatisation, comment ils font avec dans les sphères sociales, soit pour les personnes qui ont scolarisation, comment ils gèrent leur scolarité avec le VIH, comment on gère la maladie au sein de la famille, comment on gère la maladie dans le travail, comment on gère la maladie aussi dans les milieux là où il y a une révélation de statut sérologique, et je fais allusion aux milieux de soins, mais aussi aux associations thématiques. Donc il y a tout un travail qui se fait par les personnes séropositives pour gérer, je dirais, entre guillemets, ce fardeau à la fois biologique ou biomédical, mais aussi le fardeau le plus important, c'est ce fardeau social qui impacte les relations sociales, les rapports de pouvoir et ainsi de suite. Mais l'aspect un peu le plus intéressant, c'est lorsqu'il intervient un facteur qui va différencier le vécu avec la maladie, à savoir le genre. Donc, on sait très bien que déjà, les femmes, d'une manière générale, les jeunes filles, sont beaucoup plus exposées, d'une part, d'un côté biologique, en comparaison avec les hommes, avec des facteurs biologiques, ça veut dire ils ont une surface de muqueuse beaucoup plus intéressante, il y a une forte concentration du virus dans le sperme, il y a l'immaturité de l'appareil génital par rapport aux filles, mais aussi le plus important qui aggrave davantage cette inégalité biologique, c'est l'intervention des facteurs sociaux et les facteurs sociaux et les facteurs économiques. Et je parle ici des inégalités sociales qui se traduisent en inégalité sociale face à la maladie. Si on revient sur le sexe ou le genre représente un déterminant, un facteur déterminant des inégalités face à la maladie. Et si on revient sur la situation féminine dans l'Afrique, et je prends l'exemple du Maroc, il y a un taux très élevé d'analphabétisme chez les femmes, ce qui va avoir un résultat négatif sur le niveau de sensibilisation par rapport aux maladies, aux moyens de prévention. Ça va impacter par la suite le niveau de scolarisation, la dépendance économique, parce que généralement, s'ils travaillent, ce sont des travaux précaires qui vraiment ne donnent pas une autonomie économique, ce qui leur donne un statut de dépendance économique par rapport aux autres. Il y a aussi ce manque de négociation. Il n'y a pas un pouvoir de négociation d'une sexualité saine, même dans le monde du travail, du sexe. Les femmes racontent beaucoup plus des situations où ils sont dans l'obligation, ils se trouvent dans l'obligation de faire de faire des sacrifices au détriment de leur propre santé. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des rapports sexuels beaucoup plus payés tout en abandonnant la prévention parce que les hommes ont du problème à avoir des rapports sexuels protégés avec le préservatif parce que à leur imaginaire, le préservatif limite un peu la puissance sexuelle, limite un peu les désirs et ainsi de suite. Et toute l'image un peu négative construite autour du préservatif.
Il y a aussi le rapport de domination hein, qui révèle des normes qui valorisent la virilité masculine. Donc, on est beaucoup plus tolérant avec la multipartenariat masculine en comparaison avec les femmes. Il y a beaucoup plus aussi du contrôle sur le corps de la femme en comparaison avec le corps de l'homme. Et il y a aussi les dimensions qui sont liées à cette violence basée sur le genre. Et lorsque j'ai dit violence basée sur le genre, ça veut dire les violences exercées sur les femmes de par leur sexe. Et on peut parler même de cette violence même au sein du couple, du mariage. Ce que nous parlons d'un espace de vulnérabilité sociale qui s'inscrit pas uniquement dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère euh, privée. Il y a une stigmatisation différenciée lorsqu'on remonte sur l'image construite autour de la femme. Vous savez que avec ce processus de féminisation de la maladie pour plusieurs raisons, j'ai parlé de quelques raisons. Il y en a une palette importante des raisons de ce processus de féminisation de la maladie. Donc cette féminisation donne à voir que comme si les femmes, elles sont les responsables de la propagation de la maladie. Parce que dans l'imaginaire, dans la représentation, les femmes jouent le rôle des intermédiaires entre les hommes. Et du coup, on oublie que parfois, il y a des infections qui se font au sein du couple, dans un couple stable de mariage, et pourtant, c'est la femme qui endosse la plus importante des responsabilités en termes d'infection. Même ce qu'on appelle les transmissions verticales, ça veut dire de la maman au fœtus, soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement, soit pendant l'allaitement, c'est toujours la responsabilité à la femme. Donc, généralement, la femme, elle est perçue comme responsable morale dans le cadre de cette maladie, ce qui explique le rejet familial. Si vous voyez une comparaison entre ce qui se passe pour un masculin ou une femme au sein de la famille, une grande partie, on peut accepter un homme au sein de la famille avec la maladie, mais il est difficilement acceptable d'avoir une femme au sein de la famille qui est séropositive. Donc, il y a les normes de masculinité, comme j'ai dit, mais il y a la masculinité avec cette dimension de prise de risque qui aggrave la situation aussi des hommes. C'est normal qu'il y a, lorsqu'on parle des hommes, les hommes, que ce soit avec une orientation hétérosexuelle ou homosexuelle, peuvent participer aussi comme facteur de contamination. Il y a cet aspect de virilité qui manque l'acceptation de l'état de vulnérable. Les hommes acceptent peu cet état de vulnérabilité, que ce soit social, que ce soit médical, devant le fardeau qui suit à ça. Il y a aussi cette question d'économie. J'ai parlé tout à l'heure de cette dépendance structurelle économique des femmes. Et lorsque je dis dépendance totale, sur le plan social, vous savez que la femme n'a pas vraiment une décision sur sa sexualité, sur le mariage, sur l'avortement, sur la grossesse. Sur le plan économique, il est en grande partie dépend de l'homme, parce qu'il y a une bonne partie de femmes qui ne travaillent pas. Sur le plan politique, on trouve peu de femmes dans des postes de décision, ce qui explique que toujours une manière de penser la maladie et l'environnement d'une manière beaucoup plus masculine que féminine, euh, en- avec tout le débat sur la place de la femme dans les instances de décision. Donc le Maroc, il est toujours, je prends l'exemple du Maroc parce que je le connais, il y a toujours un débat autour de ça et on n'est pas encore vers le niveau souhaité. Alors, par rapport à cette question de droit, déjà, si on compare un peu de point de vue genre, on peut résumer que en matière de droit, les femmes se trouvent dans une situation beaucoup plus vulnérable en termes de droit en comparaison avec les hommes. N'en parlons pas des personnes vivant avec le VIH et j'en viens sur la différence entre les sexes, c'est-à-dire la différence de genre.
Il y a d'abord ce problème d'accès à la scolarisation pour les enfants vivant avec le VIH. Vous savez qu'un processus de stigmatisation et de discrimination qui commence depuis la naissance et qui résonne tout le long du processus de scolarisation. Donc les jeunes, les enfants trouvent énormément de difficultés à avoir un parcours scolaire sain parce que il y a des questions qui se posent tout le temps, parce que l'enfant, il devrait d'abord avoir des absences régulières pour aller faire des consultations. Et il doit y avoir des papiers qui justifient leur absence. Et tout ça crée chez l'enfant un processus un peu avec un malaise, ce qui se termine généralement, et après mes propres expériences, le parcours scolaire va échouer tôt, va échouer très tôt, et on se retrouve avec des enfants qui perdent l'école précocement, primaire, secondaire, voire très peu de personnes séropositives qui arrivent à terminer leur processus scolaire. Il y a un problème aussi en termes de droit qui concerne ce droit de travail. Beaucoup de cas de figure des personnes séropositives, là où, où le statut sérologique est révélé, soit il y a le refus d'embauche, soit il y a le licenciement par cause de cette maladie. Parce qu'il y a toujours cette représentation de la maladie qui fait que c'est une maladie mortelle, c'est une maladie de danger, c'est une maladie de déviance. Il y a la stigmatisation qui pèse encore et encore, malgré tous les efforts déployés par les institutions étatiques, par les campagnes de sensibilisation. Et je pense que cette stigmatisation, elle est liée à la représentation de cette maladie et qui ne bouge pas. Il est plus ou moins figé. Et on peut comprendre pourquoi cette représentation ne change pas, parce que tout simplement, la représentation que nous faisons de la maladie, elle est tellement ancrée dans les croyances que pour les changer, ça sera difficile si on ne touche pas vraiment à nos propres croyances. Je parle des croyances, même les croyances religieuses. Ce qui fait que le travail qu'on doit faire sur la lecture et la réinterprétation des textes sacrés pour enlever cet aspect du danger, cet aspect de déviance sur la maladie, sans pour autant ce travail, on ne pourra jamais donner l'occasion à changer les représentations des gens. C'est- pour moi, c'est ça qui explique aussi la pérennisation de cette représentation stigmatisante de la maladie et jusqu'à maintenant, même avec les professionnels de santé censés les personnes protégeant les personnes confidentes de cette population. Alors, mais à côté de cela, il faut pas nier qu'il y a tout de même une résilience, une mobilisation. Donc, la société civile joue un rôle très, très important parce que il sensibilise, il abrite, il prend en charge. Ça veut dire, il représente en quelque sorte ce que j'ai appelé, tout en prêtant le concept de Marc Granovetter, il représente vraiment un lien faible, mais avec une grande force. Un lien faible, mais qui représente des opportunités importantes pour les personnes séropositives. C'est à travers l'espace associatif qu'ils peuvent se retrouver ensemble, partager leur expérience, trouver les zones de confort, renouer des relations sociales pour réparer la rupture généralement occasionnée dans la sphère familiale. C'est dans l'espace associatif où il y a une liberté d'expression plus ou moins sans stigmatisation, sans discrimination. C'est aussi dans l'espace public qu'on développe certains skills, parce qu'il y a des formations, il y a des voyages, il y a des congrès, il y a des communications, il y a des occasions où ils se trouvent ensemble pour partager leur expérience, pour se soutenir, et parfois même ces espaces deviennent des espaces de rencontre pour les personnes
qui trouvent, qui cherchent d'être en couple. Euh, Moi-même, j'étais témoin de plusieurs rencontres qui se terminaient par le mariage et ça fait énormément bien que des gens, et surtout pour les femmes, parce que vous connaissez que ce que représente le mariage, l'accouchement pour une femme dans notre culture, c'est vraiment l'identité qui doit être confirmée par ce dimension, ça veut dire se trouver au mariage et avoir des enfants. Donc les espaces associatifs permettent d'avancer beaucoup plus à ce sujet. Aussi l'espace virtuel, ce que représente Internet et ce qu'on appelle les séronettes pour les personnes séropositives et ces espaces là où il y a l'échange d'informations sur les expériences, sur les médicaments, sur l'avancée scientifique. C'est là où ils trouvent des informations qui sont beaucoup plus fiables et aussi pour faire des rencontres, pour faire des groupes de pratiques là où ils partagent énormément de soucis, ils partagent énormément d'informations utiles dans leur processus thérapeutique. Donc, c'est très intéressant de se rappeler ce phénomène de sida parce que on a commencé à oublier et merci pour notre ami Fatih pour cette proposition. Ça aussi une occasion de rappeler que le sida, il est toujours là, il est encore parmi nous. Il prend aussi des vies, il chamboule des parcours, il crée des situations de vulnérabilité, il accentue des situations de vulnérabilité. Il est aussi le temps de repenser, j'ai dit, avec cette ère, avec l'administration Trump, il faut penser vraiment à cette souveraineté africaine en matière biomédicale, en matière intellectuelle, et penser avec nos propres moyens, avec, et aussi sur nos propres réalités euh, locales, indépendamment de ces dons qui viennent de l'extérieur, qui parfois pèsent lourd sur nos choix et nos priorités. Et je termine là-dessus et je vous dis merci encore une fois pour votre attention, pour l'invitation et je laisse la parole pour les présents si jamais il y a des questions. C'est Merci. nous qui vous remercions, Monsieur Majdoul, pour vraiment cette intervention extrêmement riche et éclairante. Oui, des questions, je pense qu'il y en aura beaucoup là, par les réactions que j'ai eues dans le chat. Donc, on va à présent ouvrir la période des questions. Alors, si vous voulez, vous avez le choix entre poser vos questions dans le chat ou alors lever la main et je vous donnerai la parole. Donc, on a, on va dire, une quinzaine de minutes pour Oui, voilà, cette période et puis après, on va finir par la synthèse. Est-ce que ça vous va comme ça? oui, oui, très bien, très Parfait. bien. Alors, il y Merci. a Ibtissam qui a levé la main. Vous avez la parole. Je me présente, docteur Ibtissam Hadeji. Moi, vraiment, le sujet est très loin de ma spécialité puisque moi, je suis spécialiste du patrimoine marocain, pardon. Mais comme j'ai travaillé sur les saints juifs et sur la sainteté en général dans les trois religions monothéistes, donc ça m'a attiré l'attention de ce qu'il a dit, professeur Boucher Majdoul. Bravo tout d'abord pour votre intervention. Vraiment, vous m'avez interpellé lorsque vous avez pris la parole ou vous avez entamé le sujet de la religion, tout ce qui est spirituel envers la maladie du sida. Bravo. Euh, J'aimerais juste ajouter quelque chose, si vous permettez, c'est que il faut pas oublier la maman africaine qui est atteinte du sida. Parce que cette maman, elle a de la culpabilité envers elle-même, tout d'abord, et envers son bébé. Et d'ailleurs, j'ai vu dans une émission africaine, je pense qu'il s'agit de l'Abidjan, plus précisément, une maman qui était atteinte du sida qui disait, à chaque fois que je lui donne le sein, c'est-à-dire à son bébé, je me dis que je lui transmets peut-être le virus. Vous voyez, le sentiment de la culpabilité est d'autant plus lourd à assumer que les institutions sanitaires considèrent comme un choix de la femme, ce qui n'est généralement pour elle qu'une décision prise sous contrainte. Et la contrainte et la culpabilité pour la femme qui est plus vulnérable par rapport à l'homme,
Vous pouvez imaginer à quel point c'est lourd et à quel point c'est difficile pour elles, surtout dans une société africaine en général, dont l'ignorance elle est plus importante que les gens qui sont instruits et que les gens aussi, ils sont même pas, je dirais, parce que je pense que pour nous tous, étant qu'Africains, d'abord, comme avoir l'identité africaine, ça devrait nous interpeller sur nos racines, tout d'abord, parce que si nous, Africains, ne sommes pas fiers de nos racines, tout d'abord africains, comment voulez-vous qu'on soit orienté vers d'autres racines qui ne sont pas vraiment les nôtres? Parce que quand nous serons fiers de nos racines, de notre identité, et quand nous serons aussi en paix avec notre corps, parce que l'art du corps, ça suppose aussi, la maladie, c'est pas juste physique, elle est aussi mentale. Mais le physique, on doit aimer notre corps, on doit aimer et aussi prendre soin de notre corps. Et là, je me pose la question, et je la pose aussi au professeur Bouchaïb, à quel point on aime notre corps, à quel point on prend soin de notre corps, même spirituellement parlant. Voilà, et merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Merci. Madame Ibtissam, pour cette excellente question. Donc, je vous donne la parole tout de suite pour la Tout de réponse. suite, merci Docteur Tissin pour l'intervention et mais aussi la question, l'éclairage. Et je suis très intéressé par le sujet sur lequel vous travaillez, la sainteté, parce que moi aussi, je suis en train de travailler sur la question du sacré et le sida, tout en travaillant sur l'aspect sacré des liquides qui sont responsables de la transmission sida, à savoir le lait, le sang et le sperme, parce qu'il y a une ambiguïté entre la sacralité et la profane dans la perception, dans l'image qu'on construit symbolique sur ces liquides-là. La valeur du lait, vous le savez très bien, le lait, il est source de vie, mais aussi c'est une menace pour une maman, vous le dites tout de suite, pour une maman porteur de virus. Le sang, le sang, vous le savez qu'est-ce que représente le sang dans notre culture, le rapport de parenté, la filiation et tout ça. Et du moment où ce sang qui est à une charge symbolique positive devient dans le contexte sida une menace aussi. Le sperme, qui est la source de la vie, se présente comme une menace. Donc j'ai essayé de voir un peu cette ambivalence entre sacré. Oui, la question de la femme, parce que vous savez très bien que à côté de ce processus de féminisation de la maladie, il y a un autre processus de féminisation qui va avec, c'est la féminisation de ce qu'on appelle les aidants naturels, les aidants familiales. Généralement, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui accompagnent leurs enfants, ce sont les femmes qui accompagnent leurs fils, ce sont des femmes qui accompagnent leurs maris, et ainsi de suite. Donc, c'est, c'est une autre dimension d'un fardeau entièrement emporté par les femmes et ça accentue déjà la situation de vulnérabilité existait avant même la maladie. La question du corps, c'est important, ça. Bon, on a un sérieux problème avec nos corps parce que nos corps n'appartiennent pas, surtout pour le corps féminin. Le corps féminin, c'est une propriété sociétale. D'ailleurs, dans le dernier livre où j'ai travaillé sur la grossesse non désirée, je parlais du corps confisqué. C'est comme si la femme, il n'arrive pas à posséder de son corps, ni pour la sexualité, ni pour la grossesse, ni pour l'avortement, ni pour autre chose. On n'est pas propriétaire de nos corps. Encore plus pour les femmes. De toute façon, merci, docteur Tissin, pour la question. OK. Alors, il y a ici une question, professeur, de Abdallah El Méziane. Voilà. Qui dit bah, déjà qu'il vous félicite pour l'excellente intervention et puis il dit que le VIH-Sida fait partie des maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que les représentations sociales vis-à-vis de la gonococcie, de la syphilis, des hépatites en particulier sont-elles différentes par rapport justement au VIH? Excellente question. Oui. Sauf que le sida prend le dessus parce que c'est la maladie qui représente à la fois la mort, qui représente à la fois une maladie chronique qui se ne guérit pas par rapport aux autres, dans notre culture d'ailleurs, et vous savez très bien comment on nomme les autres maladies sexuellement transmissibles, pour ne pas dire qu'elles sont maladies sexuellement transmissibles, on dit le froid. Le froid,
c'est le concept générique à travers lequel on désigne ce genre de maladie pour ne pas dire qu'il s'agit vraiment des maladies sexuellement transmissibles. Mais le sida prend le dessus parce qu'on parle d'une maladie chronique, une maladie qui ne guérit pas, une maladie qui fait appel à la mort aussi. Donc, c'est pas pareil. Donc, la maladie, le VIH cache derrière lui toute la liste des maladies sexuellement transmissibles parce que il prend le dessus par rapport à cette image qu'on construit autour du sida. Mais c'est vrai, le VIH fait partie des maladies, des infections, hein, bon, des infections sexuellement transmissibles. Merci, merci beaucoup pour votre réponse. Bah, tout d'abord, je souhaite vous remercier pour cette présentation, notamment Monsieur Bouchaïd Mejdoul. Alors moi, j'aurais juste une question. C'est lorsqu'on voit la carte ou la cartographie africaine de manière générale et qu'on essaie de projeter le taux de prévalence du VIH/SIDA, on constate qu'il y a une binarité au niveau de la distribution. C'est-à-dire que dans l'Afrique du Nord, il y a une prévalence qui est un petit peu faible, voire moins élevée. Et puis dans le sud, elle est plus élevée que relativement au pays du Nord. Et donc je me demandais quelles étaient les caractéristiques sociodémographiques qui pourraient, par exemple, expliquer cette différence voilà, de prévalence dans la société. Enfin, pourquoi dans certains États elle est plus forte que dans d'autres. Donc voilà, c'est une question un peu empirique. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur El Hassani, pour cette excellente question aussi, justement pour montrer la disparité, hein, la différence hein, qu'on a par rapport Oui, au taux de c'est ça. prévalence. Alors, il y a peut-être une question de politique publique qui sont mis derrière, mais voilà, il y a toujours cette différence qui est un peu structurelle depuis plusieurs années. Donc voilà, je ne sais pas si Monsieur Mjdoul aurait eu une idée sur ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est Youssef. Ravi de te revoir ici. Euh, Alors, par rapport à cette question, je pense il y a un ensemble de déterminants qui fait que la prévalence, surtout en Afrique subsaharienne, est beaucoup plus importante par rapport à cette région de nord-africaine, au MENA d'une manière générale. D'abord, il y a le système économique qui joue un rôle très important. Aussi les moyens de développement, le niveau de développement par rapport à la santé d'une manière générale et très spécifiquement par rapport à cette question de sida. Il y a le déterminant économique, il est plus important pour expliquer cet état de fait. Ça, c'est important les structures, la prise en charge et ainsi de suite. Mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi les politiques de santé aussi qui interviennent pour déterminer quelles sont les priorités dans chaque pays. Hein. Ça, c'est aussi important pour voir un peu cette différenciation en termes de priorité dans chaque pays. Qu'est-ce que représente la santé pour un pays? Qu'est-ce que représente l'enseignement pour un pays? Qu'est-ce que représente... Mais aussi, il y a des avancées aussi technologiques dans la recherche scientifique aussi. N'oublions pas que les régions nord-africaines sont privilégiées par rapport à cette donation internationale pour des raisons géopolitiques, pas uniquement pour... Mais il y a aussi une politique nationale qui est le Maroc, par exemple, se représente comme un exemple très réussi par rapport à cette question de lutte contre le sida à travers les synergies créées entre l'État, les institutions publiques et l'implication des acteurs associatifs, mais aussi il y a des dimensions qui sont culturelles, qui se rapportent aussi à la sexualité. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais la conception de la sexualité, les attitudes par rapport à la sexualité, les comportements par rapport à cette sexualité expliquent aussi en partie pourquoi il y a une prévalence beaucoup plus importante dans certains pays en comparaison avec d'autres dans le même continent. Voilà, il y a des aspects Alors, aussi. juste, j'ajoute également que oui, par rapport à ça, le taux de prévalence au Maroc, il était de 0,08 pour cent ou pour 1000. Donc, c'est vraiment un faible taux par rapport à d'autres Oui. pays. Et d'ailleurs, je rejoins ce que vous venez de dire, c'est que c'est un modèle réussi. Euh, Malgré cette globalisation des comportements, voilà, où on est un peu de plus en plus libre et voilà. Mais bon, Parfait. voilà, c'était juste un petit point que je voulais marquer, mais sinon pour le reste, c'était très bien. Excellent. Merci, Merci pour merci votre Youssef. temps. Merci beaucoup, El Hassani, pour ces questions-là hein, qui permettent de voir un peu, je pense que le professeur l'a bien dit,
pour ce qui concerne les disparités et les facteurs sont il y a plusieurs dimensions. Donc, il faudrait juste peut-être à un moment donné voir quelle est on va dire, les facteurs les plus déterminants. Donc, si déjà on compare, j'ai juste pour ajouter à ce que vous disiez tantôt par rapport aux dimensions économiques. Donc, dans la comparaison, ça dépend aussi de quels sont les paramètres qui sont mis en avant. Si c'est les dimensions économiques, si déjà on fait très rapidement une comparaison entre, disons, le Maroc et l'Afrique australe. Donc, on prend un exemple l'Afrique australe, on a l'Afrique du Sud où Oui. le taux de prévalence est relativement élevé, malgré le fait que ça soit un pays quand même qui est, par rapport aux autres pays africains, que ça soit Oui. au niveau de l'espace du Sud Économique, oui. comme au niveau continental, assez développé, mais malgré tout ça, on voit, et c'est là où peut-être, je pense que ce qui semble être beaucoup plus déterminant, c'est les politiques, mais également les facteurs socio-culturels. Ça, Culturel. il Oui. faut vraiment le préciser. Et aussi, hein, très souvent, hein, on est très content de savoir qu'il y a dans certains pays où le taux de prévalence est vraiment très, très faible, mais ça n'enlève pas le fait que dans certaines communautés, et c'est là Oui, où, vous dans concentrez, certaines oui. communautés, notamment dans les communautés homosexuelles ou juste, et là, vous avez évoqué quelque chose que j'ai noté, que je trouvais intéressant, c'est ce processus de féminisation de la maladie, tant Oui. du point de vue de la maladie en tant que telle, mais également au niveau des aidants naturels. Ça, vous avez, c'est tellement intéressant de faire ressortir cette féminisation-là, et ce, sur plusieurs dimensions. Et c'est là où moi, je place ma question par rapport à la prise en charge, par rapport à l'intégration justement du genre. Comment est-ce que vous envisageriez dans ce contexte-là, l'intégration du genre sur la base de ces données probantes-là dans les politiques justement de protection des populations qui ont le VIH-Sida. Et après, ben, je lirai, il y a d'autres questions dans le chat, je vais vous les lire après. Merci beaucoup. D'accord. Donc, c'est vraiment un problème global parce que on travaillait pendant plusieurs années sur cette question d'intégration du genre dans les politiques et on n'arrive pas. Dernièrement, je viens de rentrer de Genève et on a participé à un grand colloque international sur quoi? Sur l'intégration du genre dans l'enseignement des professionnels de santé. Vous savez, il y a un sérieux problème d'intégration du genre, parce que le genre, pour eux, c'est un concept qui est abstrait, c'est une approche abstraite, et les gens pensent vraiment comment rendre cette question abstraite pratique dans l'expérience clinique. Ça veut dire rendre ce concept pratique dans Mhm, la prise en charge des personnes. Ça, c'est vraiment, et à chaque fois, il y a une évaluation genre par rapport à la politique SIDA qui s'effectue ici au Maroc. Et à chaque fois, il y a des zones d'ombre qu'on peut attaquer, soit en termes de conception des politiques, ça veut dire les programmes de sensibilisation, de prise en charge avec une perspective genre, soit en termes de budget, la budgétisation sensible au genre, soit en termes de professionnels de santé, parce que cette question de genre au sein du professionnel de santé représente vraiment un facteur très important. Par rapport aussi à cette question de les représentations que nous faisons des orientations sexuelles. Parce que soit qu'il soit les avancées qu'on fait, comme vous le dites, du moment qu'on parle des populations, entre guillemets, les populations clés, les populations à risque, ça devient problématique. Parce que ce groupe-là, en plus qu'ils sont stigmatisés et discriminés, ils sont en conflit avec le droit. Parce que l'homosexualité au Maroc, elle est interdite. Et ça va donner une peine de prison. C'est pareil lorsqu'on parle de travail sexuel, parce que la sexualité en dehors du mariage, elle est interdite. Il peut passer à une peine de... Et l'usage de drogue aussi. Et la société civile joue un rôle très, très important dans cette intermédiation entre l'État et cette population. Au moins pour enlever cet aspect sécuritaire de droit policier pour pouvoir travailler avec ces groupes-là. Parce qu'en dehors de ça, on ne peut pas, sans l'implication du cadre juridique, policier, des institutions, et prendre la question dans sa globalité en tant que problème de santé sociale, et ne pas le subdiviser en problème juridique, droit, on ne peut pas arriver à travailler avec cette population. Donc la société civile
Et l'État, il est conscient de ça, parce que cette approche auparavant mise en avant, cette approche sécuritaire par rapport à ces populations, empêche et entrave le travail que la société civile. Je vous donne un exemple, par exemple, la distribution des préservatifs par les professionnels de sexe de la rue, ça peut conduire à la prison. Maintenant, ces groupes-là jouissent plus ou moins d'une liberté pour participer à cette campagne de sensibilisation et de protection tout en distribuant le préservatif lors des rapports sexuels. Donc voilà, Parfait. c'est vrai, cette question, elle est très importante et à chaque fois, est posée et reposée, à chaque fois, on mise sur un aspect, soit formation, soit budget, soit programme pour introduire cette question de genre dans la réponse SIDA au Maroc. Tout à fait. Je parle du Maroc que je connais, hein, bon, Oui, tout à fait. je connais pas toute Je l'Afrique. suis tout à fait en phase avec vous, hein. L'opérationnalisation Ouais. de justement la mise en pratique de cette conscience-là, c'est ça qui est rendu difficile. Alors, mais merci beaucoup pour ces éclairages-là. Je vais vous lire les questions dans le chat. Donc là, j'en ai deux de Monsieur Schreiby qui dit les politiques et les religieux que vous avez pointés du doigt pour être détenteurs du gouvernail en matière de sida doivent accorder leur violon. Je pense que c'est un commentaire, une contribution. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous avez parlé justement de l'implication des leaders religieux. Alors, il y a des côtés positifs comme il y a des côtés Oui, négatifs à cette implication-là, notamment du fait du caractère un peu déviant de cette maladie-là exactement. voilà, qui comporte un volet moral voilà, que portent justement ces leaders religieux. Alors, je ne sais pas, c'est quoi que vous voulez rajouter par rapport à ce commentaire-là? Non, j'ai dit par rapport à l'expérience au Maroc, malheureusement, n'a pas donné grand-chose on pensait à impliquer les leaders religieuses. Parce que l'État a pensé que les leaders religieuses peuvent jouer un rôle très important, partant de leur pouvoir symbolique, culturel. À chaque fois, ils ont devant une audience à travers laquelle ils peuvent passer des messages de sensibilisation. Mais tout cela se confronte avec la conception, la représentation religieuse qui est associée à la maladie. C'est ça qui fait, par exemple, ils ont du mal à parler de préservatif, les leaders religieuses, parce qu'ils pensent que le préservatif, même avec une connotation médicale, vous connaissez, en arabe, on a constamment changé le nom rien que pour changer la connotation sur le préservatif. Vous connaissez l'arabe, on utilise maintenant l'azir tibbi, hein, voilà, donc un outil médical. Et ajouter médical, rien pour enlever cet aspect un peu moral sur l'outil. Et pourtant, ils ont du mal à encourager l'usage de préservatifs parce que l'usage de préservatifs renvoie à l'interdiction du grossesse et vous savez très bien que le point de vue religieux sur la question des grossesses, surtout les grossesses en dehors du mariage. Donc Tout à- voilà, on a Parfait. essayé, même on a construit un guide dédié aux leaders religieuses pour l'étudier, pour en faire usage lorsqu'ils s'orientent vers la population pour des messages de sensibilisation, d'encouragement, d'empathie, de soutien et de solidarité. Mais le projet n'a pas donné grand-chose, hein, pour le dire. Merci beaucoup pour ces éclairages-là, professeur. L'autre question, c'est de El Asri. Quelles seraient pour vous les issues possibles à l'impact religieux et social qui pèse sur la libération de la femme africaine? Ah, c'est une grande question. Là, à mon sens, il y a beaucoup de travail à faire, hein, à partir de nos registres culturels. Ça, c'est plus important. Le reste peut en suivre. Donc, si jamais on ne travaille pas sur l'aspect culturel, et je parle de la culture comme entité globale, et de point de vue anthropologique, la culture et la place de la femme dans cette culture, on n'arrivera jamais. Et je parlais tout à l'heure de cet ancrage culturel des rapports de genre la représentation même de la femme au sein de notre culture, elle est ancrée dans les croyances. Et pour faire avancer les choses, il faut un travail de lecture et de rélecture de notre culture, y compris les textes religieux, parce que certaines interprétations, je dirais, certaines lectures font obstacle à ce que la femme jouit vraiment de ses droits pleinement et participe pleinement au développement des pays. C'est une question, à mon sens, elle est fondamentalement culturelle.
Les autres aspects peuvent suivre facilement le volet juridique, droit, économique et politique. Ils peuvent suivre facilement si jamais on arrive à faire bouger cet aspect culturel qui est dur et qui change lentement par rapport à la fréquence des autres aspects, ce qui crée parfois des lacunes dans les vitesses avec lesquelles on marche. Sur le plan culturel, c'est lent. Sur le plan politique, parfois, c'est avec un deux pages, on peut aller loin. L'exemple que nous utilisons, si on laisse par exemple sans faire du quota la présence des femmes au Parlement, probablement il sera dérisoire, sans pour autant accorder un quota. OK. Si on laisse les gens voter volontairement, probablement on va se retrouver avec une minorité de femmes. Mais avec le quota, on peut le faire. Sur le plan culturel, c'est pas évident de changer les attitudes, les perceptions, les représentations culturelles d'un seul coup. Ça demande vraiment des générations et des générations à partir de l'école, à partir de la famille, les médias et ainsi de suite. On est toujours dans les stéréotypes féminins, dans la stigmatisation, dans la construction des images sur la femme qui sont moins compétentes par rapport à l'homme, dans la division sexuelle du travail. On est toujours dans les mêmes schèmes de perception qui se reproduisent à travers les manuels scolaires, à travers les films, à travers les séries. Bon, Oxfam, il est en train de mener encore une étude sur la reproduction stéréotypique des femmes dans les séries ramadanesques. Et la même chose. Donc, on n'a pas vraiment... euh, je ne sais pas s'il y a une volonté politique là-dessus ou non, mais bon. En tout cas, c'est un gros chantier. Oui, oui. C'est un très Qui- gros chantier, justement, cette déconstruction-là, ne serait-ce que idéale, hein. Et puis, en espérant que ça se traduise dans les pratiques quotidiennes. Je pense que, J'espère voilà, aussi. mais bon, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Alors, c'est lié à, je pense que vous y avez répondu, mais je vais quand même vous la lire, cette question-là, relativement à l'impact de la culture de Monsieur Abdelham El Fakir, qui dit, pensez-vous que la culture est un déterminant dans la construction de la maladie VIH, ainsi que dans la construction des jugements vis-à-vis des patients, patientes atteintes donc de cette maladie-là? Oui, on a évoqué cette construction culturelle de la maladie déjà dans la présentation et l'impact de cette construction culturelle sur la manière avec laquelle on va se comporter avec les personnes séropositives. Dans la construction culturelle, la maladie pour nous, c'est une maladie de déviance, la maladie de l'autre avec un grand A, parce que au moins chez nous au Maroc, on croyait à l'époque, au début de la pandémie, que que la maladie ne vient de l'extérieur. Pas uniquement ça. La maladie, elle est dans le cadre du complot, un complot international dans la guerre civilisationnelle entre un Occident et un Orient. Et la maladie peut être une l'arme fatale pour attaquer le. Donc, on est dans cette conception. Du coup, ça résulte une perception de la maladie et ça résulte un comportement envers les personnes séropositives, ce qui explique en partie pourquoi on est toujours lorsqu'on met en avant le Sigma Index, parce que le Maroc fait fréquence d'une manière périodique une recherche Stigma Index. Bon, ça change pas beaucoup. Bon, toujours une remontée des formes de stigmatisation et discrimination, même parmi les groupes les plus avertis, les plus éduqués, ça veut dire les médecins, les infirmiers, n'en parlons pas du reste de la population analphabète, instruite, précaire, et ainsi de suite. Parfait. Merci beaucoup, professeur. Là, je vais vous lire la dernière question, hein, Oui, de Amé Amadedine Erard. Je m'excuse si j'écorche les noms. Dans quelle Riemann. mesure les représentations médiatiques du VIH reflètent-elles la réalité sociale ou contribuent-elles plutôt à produire et maintenir des stéréotypes et des formes de marginalisation? Pardon, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Alors, il demande dans quelle mesure les représentations médiatiques du Oui, VIH reflète-t-elle la réalité sociale ou contribue-t-elle plutôt à produire ou maintenir des stéréotypes et des formes de marginalisation? Là, vous l'avez évoqué au tout oui. début, hein, donc juste peut-être Oui. repréciser. Donc, je dis malheureusement entre guillemets, la Mm, représentation médiatique construit une réalité en parallèle, ne reflète pas la réalité telle qu'elle est. mm, Parce que généralement, l'objectif des médias, c'est quoi?
Je prends par exemple le cinéma, je prends ce que vous voulez. Il y a déjà, j'ai essayé une fois à faire une comparaison dans la production cinématographique par rapport à la question SIDA dans les films arabophones. C'est toujours les images qui reviennent. Nous avons par exemple un film marocain qui s'intitule Le Grand Péché. Vous savez ce que ça veut dire le grand péché? C'est une déviance qui va aboutir à attraper la maladie SIDA. Donc on représente même le grand péché, le sida, comme le grand péché. Ça fait le grand péché qui a échappé Adam et Ève du paradis. Vous imaginez l'image qu'on construit, ça. Donc celui qu'on peut le mettre dans une punition grave, c'est celui qui va être atteint de la séropositivité du sida. Donc il n'y a pas grave que ça. Donc vous imaginez la suite de cette représentation. Il n'y a pas de réalité exacte. Il y a une construction d'une réalité en parallèle Tout à pour fait. des enjeux économiques et culturels et sociaux. Parfait. Merci beaucoup, professeur. Je vous Ouais, en prie, c'est alors, un plaisir. j'avais dit tantôt hein, que ça va être la dernière question, mais c'est celle-là, elle a levé la main et je vais quand même lui donner rapidement, ma Oui, chère Aïcha, oui. très rapidement pour, disons, 1 minute maximum pour votre intervention, s'il vous plaît. Professeur. Bonjour à tous. Bonjour, cher Fatih. Merci Bonjour. pour le choix de la thématique. Simjdo, Tbarkallah alik. Ah, notre ami Aïcha. Ouais, je voulais poser la question, mais M. Mjdoul vient donc de répondre à ma question. Je voulais justement parler de l'importance de l'art et le cinéma en Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, c'est important ça. Et j'aimerais bien que un jour, pour humaniser cette les... maladie. Et là, Oui, oui, voilà. On Oui, vous écoute, et je oui. voulais donc vous renvoyer justement à Mhm. certains films comme ceux de Fatin Hamama, là, donc la vedette du cinéma oui, égyptien, et qui a justement, grâce à ces films, il a pu donc résoudre quelques problèmes qui sont relatifs à la femme. Et je renvoie aussi donc aux films de Omar Sy et de Debbouze qui oui. ont justement donc réglé le problème des tirailleurs. Et voilà, je voulais justement poser cette question-là. Et peut-être là, M. Mjdel vient de me tendre la perche pour justement peut-être on peut aborder cette thématique dans notre faculté des Oui, langues des oui. arts et des sciences humaines, dans laquelle on peut justement aborder cette thématique de l'art et le sida. Et le sida, voilà. Parfait. Et vous serez les bienvenus. Parfait. Merci Merci, beaucoup, merci chère Merci Aïcha, Aïcha. c'est beaucoup. très intéressant. J'aimerais bien impliquer que les artistes soient impliqués dans cette question Merci, parce Cynthia. qu'ils ont sa place à jouer dans tout le programme de sensibilisation de lutte contre les stigmatisations et les discriminations. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Aïcha. Merci Merci à vous beaucoup. de votre Merci présence beaucoup. déjà. Plaisir, plaisir, Merci beaucoup. plaisir. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Hein. Merci beaucoup pour ces échanges très éclairants et surtout sur l'excellente intervention du professeur Majdoul. Donc, on en vient à la synthèse très rapidement pour clore cette conférence-là. En guise de synthèse, il y a quelques éléments clés hein, qui se sont dégagés de l'intervention du professeur. Tout d'abord, il apparaît clairement que d'après les propos, que le VIH-Sida ne peut pas être réduit à une question biomédicale. Elle n'est pas strictement biomédicale et je pense que la perspective socio-anthropologique qui est cette posture-là que le professeur a prise, c'est vraiment nous révèle l'ensemble des vulnérabilités sociales et structurelles auxquelles font face les personnes qui sont atteintes du VIH-Sida. Et tout ça, c'est lié aux inégalités économiques et aux trajectoires également sociales différenciées. Je pense que ça aussi, il l'a très bien montré. Enfin, les discussions qui ont émané suite à cette intervention-là ont mis en évidence le rôle central des rapports de genre. Vous l'avez très bien, vous les avez bien explicités, qui influencent à la fois l'exposition aux risques, l'accès aux soins et les expériences sociales de la maladie. Je pense que ça aussi, ça a été très bien présenté. Par ailleurs, la stigmatisation demeure un obstacle majeur. Et on a fini, hein, même du point de vue discursif, la construction sociale d'une réalité qui est parallèle à la réalité réelle, si on peut dire comme ça. Donc, cette stigmatisation demeure un obstacle majeur affectant non seulement l'accès aux soins, aux services de santé, mais aussi l'insertion sociale et l'exercice des droits. Enfin, les limites des dispositifs actuels de protection sociale. Donc, on a montré justement cette difficulté à intégrer la sexospécificité, c'est-à-dire l'approche genre. Elle est là dans le discours,
mais dans les pratiques, elles peinent vraiment à s'incruster dans les pratiques, à être opérationnalisées. Donc, ces dispositifs-là vont tout simplement impacter ces systèmes qui vont être moins inclusifs, moins équitables et donc moins sensibles aux vulnérabilités spécifiques. En définitive, ce que cette conférence nous rappelle avec force, c'est que le sida, c'est pas strictement une question de santé, c'est aussi une épreuve des systèmes sociaux et politiques. Il révèle les limites de nos dispositifs, les angles morts de nos politiques publiques et les inégalités profondément enracinées dans nos sociétés. Face à cela, il ne suffit plus de gérer la maladie, je pense. On a bien compris qu'il ne s'agit pas d'une prise en charge strictement biomédicale, mais il devient impératif de transformer les structures qui produisent cette vulnérabilité-là. Car au fond, la véritable question n'est pas seulement comment vivre avec le VIH, mais bien dans quelle société permettons-nous aux personnes vivant dans le VIH de vivre. Je pense que c'est ça l'objectif ultime à la suite donc de votre conférence et surtout la présentation du caractère de cette cette diversité de facteurs à la fois sociaux, politiques, institutionnels et la dimension morale et religieuse qui interviennent. Donc, on a vraiment une intersection, on va dire. Il y a cette intersectionnalité-là aussi, vous l'avez bien dit. Donc, pour tout ça, je vous remercie infiniment au nom du GAR PSTA d'avoir accepté l'invitation, mais surtout de nous avoir livré une excellente conférence. Merci beaucoup à toutes les personnes aussi qui étaient présentes à cette conférence-là. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci. À Au l'audience revoir. présente. Merci. Au Merci tout le revoir. monde.